Bonjour, Dominique Cambron, je suis la responsable de la plateforme de concertation Pallium et la plupart d'entre vous me connaissent déjà. C'est moi qui serai le fil rouge de cette journée de concertation pour les soignants des maisons de repos et soins, avec un format un peu particulier puisqu'on sera en spécial numérique. Pour la technique, mais aussi pour l'aspect interactivité via le chat, c'est Géraldine qui sera aux commandes. Déjà, merci pour votre indulgence. La plupart d'entre vous nous connaissent bien et vous savez que ni la technique ni l'équipement ne sautent nos plus belles richesses. Alors, malgré cette situation particulièrement compliquée, cette année, nous avons voulu maintenir l'événement, un peu comme un espace de respiration, de pause, pendant cette période très tourmentée que vous vivez tous. Pour la partie interactivité, c'est aujourd'hui qu'il faut vous précipiter sur les claviers pour poser vos questions sur le chat qui est uniquement accessible pendant la période du direct. Mais vous aurez aussi accès à l'ensemble des contenus par la suite, ils seront disponibles sur la chaîne YouTube. Alors, au menu de cette journée, eh bien d'abord une respiration musicale avec la harpe de Geneviève Versé. Ensuite, le traditionnel message d'Arnaud Liston, notre président. On continuera avec la présentation du projet AVIC qui normalement devrait nous permettre de vous soutenir en diversifiant nos services. Michel Dupuis continuera. Il nous parlera d'un certain virus qui éveille nos questions endormies. Suivra un PowerPoint où nous réfléchirons ensemble aux conséquences de la crise sur les droits du patient. La journée se poursuivra avec une présentation du CLPS, qui est le Centre local de promotion de la santé, qui vont nous expliquer un peu en quoi ils peuvent vous être utiles, en quoi ils sont ressources pour vos services. Suivi par l'association Respect Senior, qui a également adapté ses missions pour soutenir au mieux votre secteur. Enfin, nous terminerons comme nous avons commencé, avec une balade au son de la harpe de Geneviève Versé. Bon visionnage!
Merci Geneviève. Et maintenant, je passe la parole à Arnaud Biston. Madame, mademoiselle, monsieur, chers professionnels de la santé, bienvenue à notre traditionnelle journée de concertation en soins palliatifs. Traditionnelle car malgré l'épidémie, l'équipe de Pallium et moi-même avons souhaité maintenir ce temps d'échange avec vous qui êtes au front depuis maintenant près de 8 mois et vous transformer cette journée en un moment d'échappatoire, mais aussi un moment de concertation afin de pouvoir mieux répondre à vos attentes pour le futur. L'année 2020 restera à tout jamais en nos mémoires. Cette épidémie à la Covid-19 aura bousculé le monde, notre pays et l'ensemble des soins de santé. Voici maintenant donc près de 8 mois que vous luttez corps et âme contre ce fléau épouvantable, que vous mettez tout en œuvre pour protéger, mais aussi accompagner au mieux les personnes les plus vulnérables et fragilisées qui résident au sein de nos établissements. Vous avez réalisé encore un travail remarquable, et ce même si c'est un truc devenu un peu inévitable, c'est peut-être incrusté dans vos structures. Depuis le début de cette épidémie, l'équipe de Pallium est à vos côtés, à distance, mais également sur place, afin d'accompagner au mieux les familles, résidents et équipes qui étaient dans le besoin, et je les félicite et remercie vivement pour ce travail. Demain, Pallium sera toujours à vos côtés, à votre service dans l'accompagnement de vos résidents et des équipes, tout comme d'autres associations telles que Respect Senior et Cabestan. Des moyens complémentaires nous ont été alloués, nous permettant également d'étoffer nos équipes d'accompagnement et permettant ainsi de vous proposer des services complémentaires, qu'ils soient dans l'accompagnement du deuil, l'accompagnement des équipes par des lieux de parole, voire par la suite des relectures éthiques. Si vous le souhaitez, nous pourrons également être présents sur vos établissements. N'hésitez pas à faire appel, nous sommes à votre service, mais surtout nous sommes à vos côtés. Chers professionnels de la santé, que vous soyez infirmière, référent palliatif, entre autres ici présents, ou personnel hôtelier, vous êtes les héros de cette épidémie. Ne baissez pas les bras, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, source d'énergie indispensable pour recharger vos batteries et affronter de plus fort ce virus. Je vous souhaite une excellente journée en notre compagnie, prenez soin de vous. Nous poursuivons avec le projet de l'AVIC, qui nous permettra de mieux vous soutenir. Pour la suite, je vous propose une balade dans les missions de Pallium, avec l'équipe, avec aussi les nouveaux projets. Et le projet qui vous intéresse le plus, qui est le projet prioritaire pour cette année, c'est le projet AVIC qui vient renforcer les maisons de repos. Donc, ce projet va nous permettre de mettre d'autres services à disposition pour vous aider pendant cette crise particulière. Le slide ici, ça décrit l'intitulé du projet comme il nous a été présenté par Madame la ministre Christine Moréal. Je vous laisse le soin de le lire. Alors, les objectifs du projet, c'est de vous aider en apaisant, soutenant les équipes. On parle aujourd'hui plus au secteur MRS, mais ça concerne aussi le secteur du handicap. On nous propose d'offrir un espace de relecture de situations et en poser des difficultés, donc on est plus dans des questionnements éthiques. On propose aussi du soutien au niveau des résidents en situation palliative, l'accompagnement des familles, l'accompagnement du deuil, voire la création de rituels de deuil collectif. Donc ça, c'est les textes comme ils nous sont arrivés, avec aussi l'enveloppe qui nous permet d'engager du personnel supplémentaire. Alors, ce personnel, eh bien, il y en a déjà que vous connaissez. Il y a Noémie Parietti, qui est déjà psy à la plateforme, qui travaille à mi-temps et qui maintenant va travailler à temps plein, puisqu'elle aura un mi-temps dans la gestion de ce nouveau projet. Nous allons engager Christelle Claes, qui est, elle, psy clinicienne et qui va travailler à 27 heures semaine. 27 heures semaine, ça veut dire que ce sera une des figures que vous verrez le plus souvent au niveau des interventions de terrain. On va également engager Gabrielle Cobot, qui est aussi une psy clinicienne et qui est un peu plus jeune que Christelle, mais qui est très intéressée pour travailler avec nous dans les maisons de repos. Géraldine, que vous connaissez, qui est à la fois coordinatrice à la technique aujourd'hui pour la réalisation de la journée.
elle reprend 3 heures en éthique pour vous aider quand il y aura des questionnements ou des situations complexes nécessiteront son expertise. Et enfin, il y a Donatienne Hobsommer qui est volontaire et elle qui nous aide pour toute la coordination dans les maisons de repos, pour tous les liens. Donatienne, elle a travaillé pendant de très nombreuses années à la résidence Saint-James, est référente palliative depuis le début de la commission et donc elle nous apporte un soutien très précieux dans cette nouvelle équipe. Concrètement, comment est-ce qu'on va faire pour vous aider ? Eh bien, on va essayer de vous contacter. Il y en a déjà qui ont été contactés. On a déjà fait un petit sondage. On va vous contacter via mail, via téléphone, pour vous proposer d'organiser dans vos résidences des actions de soutien pour le personnel, les résidents, voire la famille. Comme d'habitude, vous connaissez notre façon de travailler. On va essayer de répondre au plus près à vos besoins. Donc, on va en discuter, on va adapter et vous pouvez aussi nous proposer éventuellement des missions où il vous semble qu'on pourrait être utile. Noémie a déjà commencé le projet là depuis quelques semaines et elle est déjà présente 2 heures chaque mardi pendant plusieurs semaines pour écouter des soignants dans une résidence. Les soignants se succèdent et c'est naturellement organisé par la coordination au niveau de la résidence. Dans une autre résidence, il y a des lieux de parole qui se font pour des équipes. Et enfin, on nous demande aussi du temps de présence pour accompagner là des résidents qui sont en soins palliatifs ou en situation de glissement. Un gros point d'exclamation là au fond du slide parce que c'est important de se dire que c'est un projet qui est spécifique, qui est particulier pour cette année. Donc, on va prendre de super habitudes, on va apprendre à mieux se découvrir. Vous allez avoir des nouveaux projets dans les maisons de repos, mais il faudra toujours garder en tête que ce sont des projets pour 1 an. Donc, toutes ces personnes sont engagées avec un contrat à durée déterminée. Je vous disais une balade au niveau de nos missions. On a parlé de la principale, mais naturellement qu'en 2021, on espère retrouver un rythme plus ou moins normal. Et donc, vous allez recevoir, si vous ne l'avez pas déjà reçu, notre offre de service pour l'année prochaine avec le planning qui naturellement sera adapté à la situation Covid. On fera au mieux pour ajuster. On profitera des petites fenêtres où tout va bien pour organiser des événements, des formations. Donc, voilà, on fera au mieux. Ça me permet aussi, cette première page, de vous rappeler le petit personnage créé par Maud, qui est notre super héros infirmier et soignant, qui nous a accompagnés pendant la première crise et qui va être aussi notre compagnon pour les mois qui viennent. Alors, je vous parlais de la nouvelle équipe. Eh bien, là, vous avez l'équipe au complet, l'équipe psy au complet, avec masque. Vous les verrez après sans masque, mais je reste sur ce slide-ci pour vous dire aussi qu'ils ne sont pas sur la photo, qui n'est pas sur la photo. Géraldine n'est pas sur la photo puisqu'elle est derrière l'écran. Moi, je ne suis pas sur la photo, mais vous m'aurez assez vu, je pense, après cette journée. Il n'y a pas non plus nos volontaires, Donatienne, Catherine et Abby. Et Anne-Marie Sconians n'est pas non plus sur la photo. Et pourtant, elle nous est vraiment hyper utile dans toute la gestion administrative et comptable. Donc voilà, notre petite équipe psy avec Dorothée, oui, qui était justement à ce moment-là en écartement, mais vous voyez, le télétravail, ça fonctionne. Donc là, elle est dans les bras de Maude. Et puis, les mêmes, mais sans masque. Et pour que vous vous y retrouviez, Noémie, Maude, vous connaissez. Ensuite, Christelle avec le pull orange et Gabrielle avec ses longs cheveux blonds. Merci à Donatienne, Catherine et Abby qui viennent nous prêter main forte. C'est notre super équipe de bénévoles. On vous a parlé de Donatienne qui s'occupe plus du soutien dans les maisons de repos, mais qui a aussi une autre mission dont je vous parlerai plus tard. Catherine, elle, est extraordinaire parce qu'elle s'occupe de la gestion du matériel informatique. Elle nous aide aussi au niveau de tout ce qui est soutien logistique. Et c'est pas rien, c'est une aide vraiment précieuse.
Quant à Abby, elle a attaqué la bibliothèque. Donc, cette bibliothèque est en train de revivre, est en train aussi de s'encoder pour que nous soyons tout à fait top avec l'outil virtuel de la Palliathèque. Donc, un tout grand merci à ces bénévoles qui viennent chaque semaine. On ne va pas parcourir toute la brochure. Simplement, ce qu'on vous propose, c'est les choses qui sont nouvelles dans la brochure ou les choses sur lesquelles on veut attirer votre attention. Donc, il y a le projet renfort Covid. Je vous l'ai présenté. Là, il est écrit d'une façon sans doute plus concrète. Il y a tout ce qui est accompagnement de pratique pour les équipes. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis en évidence? Parce qu'on a développé pendant la période Covid une collaboration importante avec le service d'action laïque qui nous aide pour les cérémonies. Et donc, c'est excessivement précieux. Il faut savoir qu'ils ont une collaboratrice, coordinatrice, qui intervient pour accompagner les familles, qui peut aussi être maître de cérémonie et qui peut après relayer vers des accompagnements de deuil. Donc, un super service qui est une ressource pour nous importante et c'est pour ça qu'on voulait le mettre en évidence. Je vous parlais de Donatienne et de sa mission plus particulière, hors Covid. Eh bien, Donatienne, qui a travaillé le PSPA dans sa maison de repos pendant des années, elle prête main forte pour offrir une possibilité à monsieur et madame tout le monde d'avoir un accompagnement sur mesure pour compléter des déclarations anticipées. Donc concrètement, il y a une permanence, on prend rendez-vous, puisqu'on est en situation Covid, on prend rendez-vous à la plateforme et Donatienne accompagne pour compléter le dossier. Elle l'accompagne de façon virtuelle ou avec les règles de distanciation. Elle peut aussi le faire au niveau des locaux de la plateforme. Toujours dans les nouveautés, Dorothée, c'était la psychologue que Maud portait précieusement. Dorothée, elle a, pendant la période Covid, développé des ateliers créatifs pour explorer le deuil, pour une autre façon d'accompagner le deuil, peut-être pour les personnes qui ont plus difficile de verbaliser ou qui ont des talents créatifs qui leur permettent de cheminer par d'autres voies dans le deuil. Donc, une nouveauté, ces ateliers créatifs. Vous allez aussi voir dans la liste des formations qu'on propose qu'il y a différents thèmes qui sont apparus parce que l'épidémie nous a fait penser, nous a fait aborder d'autres sujets. Il y a les soins palliatifs qui ont été quand même impactés pendant la situation de crise. Il y a le deuil qui a été bien impacté pendant le temps de confinement. On parle aussi de la vulnérabilité multiple du patient. Et il y a aussi un nouveau sujet qui est bien d'actualité avec la crise, mais qui s'est développé, qu'on avait déjà décidé de développer avant la situation de crise, qui est tout ce qui est réflexion éthique et comment donner aux équipes accès à des outils qu'ils peuvent réutiliser dans leur résidence. Alors, c'est important de s'arrêter aussi sur nos partenaires, Domus, l'équipe de soutien avec qui on collabore au quotidien. Petit point d'attention parce qu'ils vont déménager en janvier. Donc voilà, il y a déjà la nouvelle adresse, ne soyez pas étonnés. Et cette nouvelle adresse, c'est sur le Sud-Ouest. Donc voilà, c'est un accès qui sera plus facile et les bâtiments seront plus confortables pour l'équipe. Nous travaillons aussi régulièrement avec Vivre son deuil, que vous connaissez déjà, Apprivoiser son deuil. Et cette année, on a voulu ajouter Respect senior, parce que pendant cette situation de crise, on a eu l'occasion vraiment de collaborer d'une façon super efficace et conviviale avec Respect senior, qui d'ailleurs vient renforcer les interventions au niveau des maisons de repos pendant la situation Covid. Pour plus d'informations sur nos activités, eh bien voilà, vous savez que vous pouvez nous contacter à l'adresse mail coordination@pallium-be.be. Je l'ai redit parce que les adresses ont changé pendant l'année et que voilà, on n'est pas encore tous tout à fait au point là-dessus. On sait aussi, grâce à Catherine, j'avais oublié de dire ça, que Catherine, notre super bénévole, là, elle développe tout ce qui est Facebook. Donc, ce site commence à vivre, on est présent sur le réseau, n'hésitez pas à liker cette page Facebook. Toujours d'actualité, la ligne d'écoute Pallium, voilà, que vous connaissez.
Et on termine bien sûr avec notre petit infirmier super-héros qui est né sous la plume de Maude et qui pourra encore nous accompagner. Il y a d'ailleurs un petit livret pour expliquer aux enfants ce que vous vivez en tant que soignant dans votre boulot, qui est toujours accessible. Bienvenue maintenant à Michel Dupuis, avec son histoire d'un certain virus qui éveille nos questions endormies. Bonjour, merci de m'accueillir parmi vous pour ce petit moment de réflexion partagée. Nous sommes ensemble peut-être entre guillemets, ensemble autrement, ensemble sans se toucher, sans s'approcher, mais ensemble au moins par la pensée et un peu par l'image, ce qui est un peu une représentation d'une autre manière d'être ensemble. Et après tout, c'est un symbole assez joli, que ce symbole d'une présence absente ou d'une absence présente dans le champ des soins palliatifs. Alors je suis très heureux de passer ce petit moment avec vous, d'un bon quart d'heure tout simplement, pour partager quelques réflexions sur les enjeux précis qui nous concernent de la crise sanitaire. Cette crise sanitaire, je voudrais la présenter d'un point de vue philosophique, pas tellement d'un point de vue médical, sociologique ou économique, mais d'un point de vue philosophique ou d'un point de vue éthique, comme véritablement une crise de sens, en posant la chose suivante, à savoir que cette crise sanitaire, derrière son côté massif, factuel, peut-être absurde à certains égards évidemment, est certainement une mise à l'épreuve de bien des choses pour nous tous. Alors pour entamer ma réflexion, je voudrais évoquer une notion que j'ai souvent présentée, aussi avec vous d'ailleurs, une notion qui me paraît très très importante et qui est une notion qu'il faut complètement retrouver, qui est la notion de confiance. J'ai évoqué à plusieurs reprises cette formule de Confucius qui soutient que pour gagner la guerre, vous entendez bien, pour gagner la guerre, eh bien pour gagner la guerre, on a besoin de trois choses. On a besoin d'armement, on a besoin de nourriture, tout ça, ça va de soi, on le comprend bien, mais on a aussi besoin de confiance. Nous pourrions dire que nous avons besoin de respirateurs, besoin de masques, on le comprend bien, mais on a aussi besoin de confiance. Ceci va être un enjeu tout à fait important. J'ai envie de dire que la confiance, c'est le nerf de la guerre, et vous le comprenez tout de suite, ce mot de confiance n'est plus le mot traditionnel, habituel, sentimental, qui renvoie au rapport privé, à la sphère des amitiés, des relations personnelles, mais renvoie davantage à une dimension sociétale. Je voudrais parler avec vous de confiance politique ou de confiance citoyenne. C'est seulement si nous vivons dans cette atmosphère de confiance, entendue comme une forme de vigilance, pas une forme de naïveté, bien entendu, c'est seulement dans cette atmosphère de confiance que peut-être nous pouvons comprendre un certain nombre de questions qui se posent à ce moment-ci de la crise sanitaire. Je dis à ce moment-ci, au moment où j'enregistre cette conférence, en quelques jours, les choses peuvent évoluer très très vite, mais je pense que ce que je vais poser là maintenant vaut toujours pour ce matin du 1er décembre, si nous sommes bien le matin du 1er décembre 2020. Bon. Deux exemples de questions qui se posent aujourd'hui et qui demandent des réponses un peu urgentes. Une première question serait celle-ci: est-ce qu'on peut aujourd'hui restreindre nos libertés et même détruire une partie de l'économie pour des raisons de santé? Voilà une question massive. Toucher aux libertés, toucher à l'économie, peut-être provoquer indirectement la ruine d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre d'entreprises, ça ne va pas du tout de soi. Et cela au nom de raisons de santé. Voilà un type de question. Autre type de question qui nous occupe beaucoup ces derniers jours, c'est la question de la priorisation d'un certain nombre de patients. Au fond, au nom de quoi est-ce qu'on s'autorise à reculer des interventions ou des soins que l'on va nommer non urgents? Qu'est-ce que c'est qu'un soin non urgent?
Comment peut-il devenir urgent et comment un soin non urgent peut-il devenir tout à coup un soin négligé, un soin à côté duquel on est passé et qui va causer de graves préjudices, sinon le décès du patient en question. Voilà des questions fondamentales qui demandent de l'attention, de la sérénité, de l'esprit critique, qui demandent qu'on abandonne un certain nombre de préjugés, qu'on soit à la hauteur de la situation. Et il faut bien se rendre compte, je crois, que ça ne va pas du tout de soi d'être à la hauteur de ces questions, de façon à pouvoir donner des réponses qui soient adéquates. En effet, je voudrais souligner un point sur lequel on devrait pouvoir discuter, même si ce sera pour une autre fois, souligner le point selon lequel nos sociétés occidentales, d'Europe occidentale, mais on pourrait parler de l'hémisphère nord de façon plus générale, et peut-être encore plus généralement de l'ensemble de la planète, notre société se trouve dans une forme de malaise. On pourrait dire que nous connaissons des crises en tout genre. Crise de nos cultures, crise de nos identités nationales, régionales, européennes, crise du sens du travail, c'est tout à fait massif, crise de nos modes de vie, on le voit bien à cause de la crise sanitaire, mais on le voit aussi à cause de la crise climatique, bien entendu, donc crise en tout genre, mais ce malaise, il est aussi constitué par un certain nombre de ruptures, des ruptures entre nous, entre sociétés, entre groupes sociaux, ruptures culturelles, économiques, les différences de pauvreté, rupture sociale, et on pourrait parler très, très concrètement de la rupture numérique que l'on voit dans nos écoles au moment où on se rend compte que tous nos élèves ne sont pas à même de suivre à distance avec le même confort technologique, pourrait-on dire. Enfin, dernière petite chose, dans ce malaise sociétal, l'idée de ce que j'appelle le trouble dans le genre, qui fait qu'aujourd'hui, c'est tout à fait frappant, des problématiques de genre, qui suis-je, un homme, une femme, un peu les deux, d'une certaine manière, troubles dans nos cultures, est-ce que je suis un immigré, est-ce que je suis un autochtone, tous ces troubles-là amènent une forme de brouillard et une forme de malaise où parfois, c'est vrai, on a bien du mal à retrouver le nord, c'est-à-dire à orienter un comportement, un discours, davantage encore une politique. Le psychanalyste, psychiatre, théoricien du travail, Christophe Dejour, que vous connaissez bien entendu, avait un joli mot pour parler de ça. Il parlait de la panne, en pensant aux conditions de travail d'un certain nombre de gens qui passent à l'acte, qui se suicident sur leur lieu de travail. Cette notion de panne est assez intéressante parce qu'elle rejoint la notion de crise qui d'une certaine manière arrête tout, ou la notion de catastrophe qui est encore plus radicale, qui semble dire qu'effectivement tout s'effondre, c'est plus encore que la panne. L'idée de la panne me paraît intéressante parce que d'abord, elle ouvre la possibilité de dépanner. Si nous sommes en panne, peut-être qu'on peut dépanner, mais pour ça, il faut identifier la panne. Et je voudrais faire une hypothèse avec vous ce matin, c'est que parmi les pannes de bien de choses, bien sûr, il y a des pannes de bien des composants de la machine, il y a quand même une panne centrale qui est tout à fait fondamentale. Moi, je fais l'hypothèse que nos systèmes professionnels, donc aussi nos systèmes de santé, et que les professionnels dans ces systèmes de santé sont peut-être en panne. En panne de quoi? En panne de sens. Je ne suis pas occupé à dire qu'il n'y a pas de problème de financement public, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème de désertification dans les campagnes, je ne suis pas en train de dire tout ça. Non, non, tout ça est vrai aussi, mais je fais l'hypothèse qu'il existe quand même une panne centrale, déterminante, fondamentale, qui est peut-être à la base ou qui vient compliquer l'ensemble du reste, ce serait cette panne de sens. Je m'inspire ici non seulement de Christophe Dejour, mais de Viktor Frankl, qui est ce psychiatre d'origine autrichienne, rescapé d'Auschwitz, et qui a passé sa vie de survivant, justement en travaillant cette question du sens et de la panne de sens dans beaucoup de nos existences. J'y reviendrai pour conclure. Alors, je vous le disais tout à l'heure, cette crise sanitaire
je la considère comme une mise à l'épreuve d'un certain nombre de choses. Je voudrais en évoquer 4 que j'ai déjà signalées rapidement là jusqu'ici, mais que je voudrais reprendre un peu systématiquement. Cette crise sanitaire, c'est une mise à l'épreuve, vous entendez le mot, comme dans le langage de bancaire ou industriel, on parle de crash test. Vous savez, comme quand on met à l'épreuve une carlingue d'avion ou de voiture, ou un système bancaire, hein, on le met à l'épreuve, on fait un test pour voir si ça tient. C'est presque de la sismographie. Donc on fait un test, une mise à l'épreuve, sauf qu'ici on n'a pas décidé de le faire, ça s'impose à nous, bien entendu. Cette crise sanitaire, elle est une véritable mise à l'épreuve d'abord de nos convictions. Nous apprenons, avec cette histoire de virus, que l'être humain, désormais, quoi qu'on dise, n'est pas au-dessus de la nature. On pourrait dire que la problématique climatique nous l'avait rappelé. L'être humain n'est pas au-dessus de la nature, il doit respecter la nature, sans quoi la nature, c'est pas tellement qu'elle se venge, elle est sans doute, on peut l'espérer, plus intelligente que ça, mais la nature qui connaît ses propres limites et ses propres logiques, effectivement, ne peut pas supporter un certain nombre de débordements humains, de pollution, pour ne prendre que cet exemple. Eh bien, contrairement à ce que certains modèles transhumanistes, par exemple, pouvaient nous laisser croire, avec le développement, par exemple, des technologies d'intelligence artificielle, l'être humain reste vulnérable par rapport au tout petit virus qui peut arrêter le fonctionnement complet d'une planète. Voilà ce que ça nous rappelle. L'être humain n'est pas au-dessus de la nature. Il faut reconnaître que c'est un enjeu majeur que de dire cela, parce qu'après tout, cela signifie aussi que nos soins médicaux, ne peuvent pas se mettre au-dessus de la nature, même si, heureusement, nous pouvons pratiquer des antibiothérapies chaque fois que ça nous paraît indiqué. Donc, première mise à l'épreuve, la mise à l'épreuve de nos convictions. Cette crise sanitaire, avec le déferlement de patients qui sont plus ou moins gravement atteints, constitue également la mise à l'épreuve de nos systèmes de santé. Ceux-ci ont été débordés, on a dû penser au triage de catastrophes, on a dû se demander qui sauver. On aurait pu imaginer que tout ça c'était fini et que depuis la grippe espagnole ou puis l'une ou l'autre pandémie qui se passait de toute façon loin des frontières de la petite Belgique, au fond que ces questions-là ne se poseraient plus. Nous voyons que si, bien au contraire, c'est une mise à l'épreuve de nos systèmes de santé, avec d'ailleurs une petite conséquence qui n'est pas du tout de détail, à savoir que le sauvetage de nos systèmes de santé passe par une forme de solidarité et par un débordement, non pas de nos services, mais de nos frontières. Après tout, de pouvoir déplacer des patients dans un espace plus grand a permis effectivement de sauver ces patients. La solidarité, c'est bon pour la santé. Il n'y a pas que les assureurs ou les agents mutualistes qui peuvent le dire. Troisième mise à l'épreuve, je voudrais évoquer la mise à l'épreuve de nos modes de comportement sociaux. En effet, nous avons dû apprendre les mesures barrières, la notion de bulle, toutes ces contraintes qu'on croyait aussi d'un autre âge, où on pensait que désormais nous étions dans le monde d'une pure et simple autonomie. Et voilà que nous refaisons cette expérience de l'interdépendance, parce qu'après tout, si je fais des bêtises, c'est pas simplement ma propre santé qui est en jeu, mais la santé de mes proches. Nous sommes autonomes sans doute, mais cette autonomie, elle est sacrément redéterminée, relimitée, redéfinie par les circonstances. Avant d'être autonomes, nous sommes d'abord fondamentalement interdépendants, sacrée mise à l'épreuve évidemment. Dernière petite chose que je voudrais souligner maintenant, c'est comment cette crise sanitaire est une mise à l'épreuve de l'ensemble de nos modèles de justice et de protection. En effet, on a bien vu depuis cette dizaine de mois, on a bien vu qu'un certain nombre de populations que l'on connaissait bien entendu, qui n'étaient pas inaperçues, mais qu'un certain nombre de populations étaient fondamentalement vulnérables. Et que ces populations vulnérables n'étaient pas forcément celles auxquelles on croyait. De la même façon, on s'est rendu compte que les gens
aux fonctions ou aux métiers ou aux professions essentielles n'étaient pas non plus nécessairement les personnes auxquelles nous aurions pensé spontanément. On s'est rendu compte que des métiers très humbles, très quotidiens, d'ailleurs très mal payés par la même occasion, étaient réellement des métiers essentiels. C'est une toute petite révolution de palais à nouveau. Les populations vulnérables ne sont pas forcément celles auxquelles on pense désormais, et donc c'est aussi une mise à l'épreuve d'un certain nombre de représentations. Alors, pour commencer à documenter ce que je viens de poser, cette mise à l'épreuve à différents niveaux, je voudrais évoquer 4 ou 5 éléments qui viennent compliquer la question et qui, me semble-t-il, touchent de près ou de plus ou moins près à vos pratiques dans les soins palliatifs. La première question que je voudrais aborder maintenant, c'est la question de ce qu'on appelle le vitalisme. Ça a été une petite querelle que j'ai entretenue moi-même dans la presse durant le mois de juin. Vous pourrez retrouver une carte blanche que j'ai publiée dans Le Soir, le 11 juin de cette année. C'est une petite querelle qui a son importance. Vous vous souvenez peut-être, ça s'est tu pendant l'été, mais c'était pendant le printemps, au moment du premier confinement, un certain nombre d'autorités ont cru pouvoir dire, des intellectuels je veux dire, ont cru pouvoir dire qu'en confinant les gens, d'une certaine manière, on tuait l'existence au profit de la vie. Autrement dit, on ne se préoccupait que de la survie biologique, d'une certaine manière, et on réduisait la vie de nos enfants, de nos personnes âgées, de tout le monde en général, à une vie biologique qu'il fallait protéger à tout prix, et on laissait complètement de côté le relationnel, le personnel, la dimension qu'on pourrait dire existentielle. Je vous avoue que j'ai été très agacé par ces mauvaises querelles, parce que je me suis dit très simplement que, bien entendu, les relations personnelles, c'est tellement fondamental, en particulier chez le jeune enfant, chez l'adolescent, probablement chez la personne d'âge mûr, chez la personne âgée qui est déjà un peu désocialisée parce qu'elle est institutionnalisée, que tout ça, évidemment, c'est important, mais qu'il faut commencer par le commencement et que sans corps, sans santé biologique, sans protection, sans air, sans nourriture, sans soins biologiques, ben, l'existence n'existe pas. C'est de la représentation complètement vide. Et donc, je me suis un peu fâché, ça ne m'arrive pas très souvent, et puis c'est une question philosophique, je me suis un tout petit peu fâché contre des gens comme Bernard-Henri Lévy, André Comte-Sponville, quelques-uns comme ça, qui pouvaient estimer que nous avions été tous vitalistes, c'est un vilain mot, un vilain défaut, à savoir que nous aurions fait passer la vie avant l'existence. Pour moi, c'est une idée complètement sotte, ce qui ne signifie pas qu'on a mal traité bien des personnes que l'on voulait protéger, ça c'est tout autre chose bien entendu, mais il est important de se souvenir que c'est la vie qui nous permet d'être personne, d'être quelqu'un, d'exister, de rêver, d'aimer, de vouloir, de nous déployer. C'est la vie. Et que si on n'a pas cette vie qu'il faut pouvoir sauver à certains moments, on est dans une idéologie. Nous ne sommes pas des anges, nous avons besoin de respirer. C'est pourquoi, semble-t-il, on n'a pas eu de problème de confinement ou de débordement dans les soins intensifs réservés aux anges. C'est seulement chez les humains que ça s'est produit. Donc le premier point que je pose, c'est que non, nous n'avons pas été vitalistes. Le deuxième point que je voudrais poser, c'est le point du risque. Et montrer que, en réalité, notre société doit s'interroger sur les risques qu'elle prend, sur les risques qu'elle accepte, sur les risques qu'elle doit assumer, que ça lui plaise ou pas. Peut-être que notre culture technologique, j'ai fait allusion à l'intelligence artificielle tout à l'heure, cette culture technologique a pu nous faire croire que nous étions dans un monde assuré. Alors, cette notion d'assurance, c'est une notion extrêmement importante. C'est un produit économique aussi, bien entendu, mais c'est une notion très importante parce que assurance a quelque chose à voir avec confiance. Mais on pourrait considérer d'une certaine manière que l'assurance, c'est exactement l'opposé de la confiance, puisque l'assurance, c'est une manière de se prémunir de façon individuelle, on peut l'espérer de temps en temps aussi mutuelle, c'est une façon de se prémunir contre les choses qui peuvent
qui peuvent se produire. Je ne suis pas en train de dire que l'assurance n'est pas une bonne chose. Je suis en train de dire que l'assurance n'a de sens que parce qu'on reconnaît le risque. Sinon, on est dans quelque chose de l'ordre des opiacés. L'assurance nous fait dormir, nous endort et nous fait oublier qu'effectivement, nous sommes toujours en risque, que vivre c'est un risque et que nous sommes toujours en rapport avec notre propre mort, et la mort d'autrui, c'est un enjeu tout à fait majeur qui est ici souligné. Probablement que la crise sanitaire, parmi les nombreuses leçons qu'elle nous donne cette leçon du risque, nous rappelle que l'existence est risquée et que donc un certain nombre d'assurances que nous pouvons nous donner, une confiance que nous pouvons nous offrir les uns aux autres, c'est quelque chose d'absolument essentiel et qu'il n'est pas juste d'oublier le risque qui fait d'ailleurs aussi, d'une certaine manière, le piment de nos existences. Troisième élément de cette mise à l'épreuve, nous apprenons à nouveau frais la question des priorités. Et alors que nous pensions ne jamais devoir poser cette question-là, nous pouvions croire que cette question-là, c'était juste pour les sociétés en développement, hein. Voilà que nous sommes occupés à dire, tiens, le marché économique, la croissance, l'emploi, sont effectivement des conditions nécessaires pour une société, et pourtant, elles ne sont pas le dernier mot de la société, elles ne sont pas la finalité de la société. Et donc, tout à coup, voilà qu'un système politique peut décider d'arrêter le marché économique ou la croissance pour donner la priorité à la prévention et aussi, on peut l'espérer, à la thérapeutique, à la question des raisons de santé. Cette question des priorités, à nouveau, nous remet dans la perspective d'une société plus modeste où il faut choisir. On pouvait s'imaginer que nous n'avions pas à choisir et que nous avions tout pour le même prix. Ça n'est pas le cas. Et quand va se développer dans les semaines qui viennent, les jours et les semaines qui viennent, les campagnes de vaccination, se posera par exemple la question de la priorisation des receveurs, qui doit se laisser se faire vacciner. Ça sera à nouveau la question des priorités. Nous découvrons la finitude, les limites de nos systèmes, parce que qui dit priorité dit bien que c'est un ou une chose à la fois et pas deux, et que donc il faut réapprendre à attendre le cas échéant. J'ai presque fini, mais je voudrais évoquer quand même cette question importante, la question des rumeurs. On pourrait s'imaginer que, d'une certaine manière, quand la situation est grave, on se mobilise, on se comprend, on fait attention à ce qui est dit, on soigne la communication, on envoie des messages qui soient clairs, et puis nous avons vu que ce n'était pas le cas. On pourrait dire même que ces derniers mois ont été finalement une période de ce que je vais nommer, si vous le voulez bien, avec certains journalistes, la post-vérité. Comme si nous étions à une époque où la vérité, ça ne compte pas, la vérité au fond n'existe pas, on peut raconter d'une certaine manière n'importe quoi, les fake news sont aussi intéressantes que les vraies informations, on peut développer des vieilles rumeurs telles que le complotisme, on peut se méfier de toutes sortes de choses, et il faut reconnaître que et les politiques dans leur genre, et puis même finalement les soi-disant experts scientifiques sont montés sur le ring et au nom d'un certain nombre d'égos, de toutes sortes de choses qui sont ni politiques ni scientifiques, se sont affrontés en disant blanc et noir, alors qu'il s'agissait peut-être de pouvoir réapprendre tous ensemble l'incertitude, la non-connaissance, les hypothèses qui peuvent être falsifiées dans le temps, et pour ça il faut donner le temps à la science d'avoir un certain nombre de conclusions. Ces rumeurs-là, c'est une espèce de peste secondaire qui s'est ajoutée à la peste primaire, si je puis le dire comme ça, puisque c'est une fois encore l'exact opposé de la confiance, c'est l'exact opposé de la solidarité, c'est-à-dire d'une pensée qu'on peut avoir ensemble. Je vais terminer avec deux perspectives. Ma première perspective s'attache à la fin de vie, aux soins palliatifs si vous le voulez, mais pas simplement, à ce qu'on pourrait appeler les soins
les soins de la vie mûre, on peut le dire de plusieurs manières. Selon moi, c'est une des leçons à tirer pour demain et peut-être pour après-demain. On voit bien que parmi toutes ces choses terribles qui se sont produites depuis une petite année, il y a une situation parmi d'autres qui a été particulièrement catastrophique et traumatique et tragique, c'est la situation des personnes très âgées, fort dépendantes, qui ont vécu ou qui vivaient en hébergement en institution. Il est, je crois, très urgent de revoir l'organisation de l'hébergement de ces personnes. Il faut innover, il faut resocialiser ces personnes. On a vu qu'au nom de la protection et d'une certaine facilité sociale, on a cru bon de ghettoiser, d'une certaine manière, je suis un peu sévère, ces personnes. On voit que cette ghettoisation ou ce type d'hébergement, au fond, était déshumanisant pour tout le monde. Déshumanisant pour les personnes résidentes, bien entendu, mais aussi pour les professionnels qui se sont trouvés débordés et souvent, bien malgré elles, maltraitantes de ces personnes. C'est quand même une leçon tout à fait majeure qu'il faut pouvoir tirer. Une deuxième leçon que je voudrais tirer et qui vaut aussi pour notre philosophie des soins palliatifs, c'est que j'ai le sentiment que, à côté du coronavirus dont on a beaucoup parlé, il y en a un autre qui s'est manifesté, qu'on a peu identifié, qui est pourtant très présent, et si vous le voulez bien, je vais l'appeler le virus de Babel. Nous connaissons tous cette histoire qui se trouve dans la Bible, d'une tour que les hommes auraient voulu construire tellement haute pour toucher le ciel que le Créateur, Dieu, les a punis en les rendant incapables de communiquer. C'est ça le virus de Babel. Moi, ce qui m'a frappé durant ces derniers mois, c'est comment les gens qui avaient une responsabilité sociale, les gens en vue d'une certaine manière, c'est-à-dire en gros les décideurs politiques bien entendu, mais les décideurs organisationnels aussi, et puis un certain nombre de scientifiques, un certain nombre d'experts, j'ai été frappé de voir comment ces gens-là peut-être ont échappé au coronavirus, pas tous, on l'a bien vu aussi, mais que peu échappaient au virus de Babel, c'est-à-dire que peu échappaient à cette incapacité de se comprendre mutuellement, à cette incapacité d'être d'accord dans le désaccord. Or, ce moment de crise sanitaire est un moment de vérité extrêmement important, me semble-t-il, dans un espace démocratique, puisque c'est un moment où on ne sait pas, à un moment donné, on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas quelle est la meilleure solution, on doit essayer, on doit tester, on doit peut-être changer d'avis ou on doit maintenir les mesures. Tout ça est un développement dans l'incertitude. Le virus de Babel, c'est un virus qui nous fait croire que nous savons, et c'est parce que nous croyons que nous savons que nous devenons incapables de communiquer et que donc évidemment la tour, elle s'arrête, l'édifice du système de santé s'effondre. Je pense que nous avons appris que le virus de Babel ne venait pas du créateur, d'un Dieu jaloux, mais que le virus de Babel est un virus humain qui se transmet d'humain à humain, et ça me paraît un des éléments les plus essentiels à retenir. Je conclus avec 4 suggestions. 1. Il me paraît vraiment essentiel de retrouver la question du sens dans l'espace public. Quel est le sens de ce que nous faisons? Non pas simplement la question des moyens dont on a besoin, mais la question des finalités. Ça sert à quoi les soins palliatifs, par exemple? Ça sert à quoi l'enseignement? Ça sert à quoi l'hébergement des personnes âgées? 2. Il est temps de reconstruire ce que j'appelle une confiance politique. Sans confiance, les choses ne sont pas possibles. On ne peut pas développer, on ne peut pas se protéger. 3. C'est pas forcément le plus facile, mais je crois qu'il est grand temps de démonter un certain nombre de choses acquises, un certain nombre de préjugés, un certain nombre d'images toutes faites, par exemple sur l'organisation du travail. Nous avons vu comment certaines organisations du travail étaient parfaitement incapables de répondre au tsunami que nous avons connu. Dernière chose, il nous faut développer un niveau démocratique de justice et de sécurité nouveau. Nous avons compris que les personnes les plus vulnérables ne sont pas forcément celles auxquelles on pense traditionnellement. J'ai été un petit peu long,
mais j'étais vraiment heureux de partager avec vous un certain nombre de ces réflexions. D'une certaine manière, j'espère que nous ne sommes pas complètement d'accord, vous et moi, sur tous ces points et qu'il y a matière à discussion. Je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère vous revoir bientôt, physiquement et pas simplement virtuellement. Je vous souhaite bon courage pour tout ce que vous faites. Je vous souhaite un bon hiver et déjà de pressentir, parce que c'est votre métier dans les soins palliatifs, de pressentir alors que le soir tombe, l'aube nouvelle qui se lève bientôt. Merci à vous. Bon, après ce bel exposé de Michel Dupuy, on va continuer un peu sur le même type de questionnement avec la personne âgée qui a été quand même souvent mise à mal pendant cette crise. Et on va aborder le sujet via le PSPA. Comment est-ce que les déclarations anticipées ont-elles été mises à mal pendant cette période? Comment est-ce qu'elles ont pu exister? Comment la parole du résident a-t-elle pu être respectée? Alors, si on parle PSPA, je pense que vous connaissez tous maintenant le projet soins personnalisé et anticipé, qui, à la base, au niveau philosophique, est bien une démarche motivée qui amène du sens, dont l'objectif est d'amener du sens, de la qualité jusqu'en fin de vie, de rester debout jusqu'au bout de la vie, avec bien sûr pour objectif de gagner en autonomie et aussi que les soignants soient plus confortables. Pour la petite histoire, ce projet est né à Pallium il y a déjà plus de 7 ans, quand les psychologues qui revenaient d'accompagnement en soins palliatifs au domicile revenaient en se disant mais quand même, quand le patient a eu l'occasion de parler avec ses proches du choix de traitement qu'il voudrait faire, quand les mots ont pu être mis par rapport à qu'est-ce que je souhaite pour ma fin de vie, eh bien, ces accompagnements semblaient plus sereins. D'autre part, les psychologues aussi s'interrogeaient en se disant « Ok, mais comment en parler? Comment aborder le sujet? C'est peut-être notre rôle de l'induire, mais comment y arriver ?» Et c'est de là qu'est née cette démarche PSPA qui a été accompagnée pendant toute sa construction par la Fondation Roi-Baudouin. Alors, cette démarche PSPA repose bien sûr sur le cadre légal en Belgique, sur le droit du patient, sur les soins palliatifs, sur la loi de l'euthanasie, sur l'euthanasie. On ne va pas revoir toutes les lois, mais juste quelques petits focus sur ce qui revient souvent quand on parle PSPA au niveau des personnes âgées. Mais d'abord, il y a cette volonté de remettre le patient au centre. Souvent, quand la personne âgée arrive dans la maison de repos, mais elle est déjà un peu dans cette position où elle est devenue enfant de ses enfants et où le dialogue se fait avec les enfants et plus vraiment avec la personne âgée. Donc, l'objectif, c'est vraiment de remettre le focus sur qu'est-ce que la personne désire, qu'est-ce qu'elle souhaite. Donc, ouvrir le dialogue avec le patient par rapport à ses propres volontés et dans ce cadre-là, l'importance du mandataire. Alors, le mandataire, c'est la personne qui peut parler à ma place justement si je ne sais plus le faire. Le mandataire, c'est vraiment important de différencier de l'administration des biens, de la gestion de la personne. Le mandataire, c'est simplement au niveau des déclarations anticipées, la personne qui pourra s'exprimer, qui pourra exprimer ma volonté si je ne sais plus le dire. C'est important de s'arrêter là et de bien comprendre que ce mandataire, c'est uniquement la personne qui peut parler à ma place si je ne sais plus le faire. Tant que je sais le faire, c'est moi qui peux exprimer quelles sont mes volontés. Alors, en Belgique, s'il n'y a pas de mandataire par rapport à cette capacité de parler à ma place, c'est l'époux, le cohabitant, le partenaire, ou l'enfant majeur, ou le parent, ou un frère ou une sœur. On appelle ça une représentation en cascade. Parfois, les personnes disent « mais je voudrais que ce soit mes 2 enfants qui soient mandataires, ou mes 3 enfants ». Il n'y a pas de souci. Simplement, c'est la première personne qu'on pourra contacter qui pourra prendre à ce moment-là le lead dans la situation.
on conseille aussi souvent que ce soit peut-être quelqu'un qui soit en dehors de la sphère familiale, parce que si en tant qu'enfant, quand face à son parent qui n'est pas encore dans une situation grave, on peut en effet dire, bah oui, dans cette situation-là, je comprends que tu ne veuilles pas être hospitalisé. Par contre, quand le moment va se présenter et si au niveau de la maison de repos, on explique que ben, là maintenant, si votre maman n'est pas hospitalisée pour avoir une antibiothérapie, elle risque de faire des complications et de décéder, ben, pour l'enfant, même si c'est engagé quand la situation était sereine, c'est vraiment compliqué de garder le cap et de respecter la parole qu'il a prise. D'où l'intérêt parfois d'avoir un mandataire qui soit une autre personne. Un autre focus, c'est au niveau de la loi relative aux soins palliatifs. Cette loi a évolué et maintenant c'est important de noter que l'espérance de vie n'est plus un critère limitatif. Dans la loi, on dit bien quelle que soit son espérance de vie. Alors, quelle implication? Eh bien, il y a tout ce critère temps qu'il faut pouvoir déterminer. Et pour le médecin, ce n'est pas simple de pouvoir juger de à quel moment mon patient est-il en soins palliatifs, a-t-il droit à ce fameux statut palliatif. Alors, il y a un outil qui a été mis au point qui s'appelle le PICT, avec un système de questions, de paliers, qui permet au médecin de pouvoir situer si son patient est en statut palliatif. La première question, c'est celle de « est-ce que je serais étonné si mon patient décédait dans l'année à venir ?» Donc, on voit qu'on sort tout à fait de l'aspect palliatif actif au moment de la crise. On est vraiment dans l'anticipation. Un autre focus, c'est par rapport à la loi sur l'euthanasie. Ça nous semble important d'insister parce qu'il y a souvent des confusions. Quand les personnes complètent ces déclarations anticipées relatives à l'euthanasie, elles ont encore parfois la croyance que le jour où elles seront dans une situation de maladie dégénérative, de douleur, de vraiment désir, souhait de pouvoir arrêter et de bénéficier d'une euthanasie, souvent ils imaginent que tout est en ordre parce que cette déclaration anticipée a été complétée. Donc, c'est important en tant que soignant de pouvoir bien répéter que cette déclaration anticipée, elle est uniquement valable si je suis dans un état d'inconscience irréversible. Donc, cette déclaration anticipée, elle ne va me servir à rien dans une situation de maladie, de cancer où je désire une euthanasie. L'euthanasie, c'est vraiment en pleine conscience que je peux la faire. Petite parenthèse aussi, on parlait des déclarations anticipées qui devaient être renouvelées tous les 5 ans. Depuis avril de cette année, elle ne doit plus être renouvelée, elle est à titre définitif. Je venais de le dire, le patient doit être capable et conscient. Ça, c'est bien pour la demande d'euthanasie active. La demande est formulée de manière volontaire, réfléchie, répétée et ne peut pas résulter, bien sûr, d'une pression extérieure. Le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante. Cela résulte, bien sûr, d'une affection accidentelle ou d'une pathologie grave et incurable. Alors, si on voit un décès qui est attendu à court terme, il faut juste 2 médecins dans la situation. Le premier médecin qui écoute la demande, le dossier alors est ouvert, il y a le document écrit, il évalue si cette demande correspond à la législation et il doit aussi dire s'il accepte d'accompagner, puisqu'en Belgique, on a cette possibilité de clause de conscience. Donc, s'il n'accompagne pas, il est tenu de passer le dossier à un confrère. Un deuxième médecin aussi doit être consulté pour vérifier le caractère constant, insupportable et inapaisable de la souffrance et surtout la justesse de la procédure. Et l'acte peut être pratiqué dans les jours qui suivent en fonction des souhaits du patient et des possibilités aussi du médecin. Ce qui n'est pas noté dans le slide, c'est que le médecin a le devoir d'informer tous les soignants qui accompagnent la personne. Quand le décès n'est pas attendu à court terme, il faut l'intervention d'un 3e médecin qui est psychiatre ou spécialiste de la pathologie.
Et ce médecin va de nouveau devoir attester du caractère constant, insupportable de la souffrance. Il y aura un rapport. Et là, comme on est dans un décès qui est à plus long terme, il y a un délai d'1 mois avant de pratiquer l'euthanasie. Pour en revenir à la clause de conscience, c'est important de rappeler à tous les professionnels de la santé que tout patient a le droit d'exprimer une demande d'euthanasie et d'être entendu. Et tout médecin a le devoir de porter attention à une demande d'euthanasie. Par contre, aucun médecin, aucun professionnel n'est obligé de répondre à une ou à une autre demande d'euthanasie. C'est vraiment la liberté de chacun, la liberté de conscience de chacun. Et si le médecin peut refuser, je le rappelle, il est obligé de passer le dossier à quelqu'un d'autre. Par contre, on doit vraiment avoir en tête que cette liberté de conscience, elle est individuelle et ne peut en aucun cas devenir institutionnelle. Donc, une institution ne peut pas refuser qu'une euthanasie, si elle est faite tout à fait en suivant les règles de la législation, qu'une euthanasie ne puisse être pratiquée entre ses murs. On en revient au PSPA, qui est un exercice qui demande du temps. Ça demande de la réflexion, de savoir qu'est-ce que je désirerais dans telle situation. Il y a aussi tout le temps qu'il faut pour retourner dans son histoire, pour qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui, dans les derniers mois ou dernières semaines qui me restent à vivre, qu'est-ce que je trouve qui est important. Donc, il y a tout ce travail narratif d'aller-retour. Donc, c'est un travail qui est vraiment évolutif et qui prend un temps certain. C'est aussi un travail qui va se faire par étapes en fonction de l'évolution de ma pathologie. Ce que je pense maintenant par rapport à mes souhaits, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, quand je serai confrontée à la situation, ce sera tout à fait différent. Ce processus évolutif, c'est important qu'il soit accompagné par un professionnel qui est formé. Pour qu'il y ait le minimum de connaissances au niveau de la législation. On les a abordés, touchés très rapidement dans les slides précédentes, mais si vous êtes confronté à l'accompagnement d'un PSPA, très souvent confronté à des questions où vous allez devoir aller chercher les réponses. On dit aussi souvent que le PSPA, ce n'est pas à faire avec un écran entre la personne et le professionnel, mais plutôt avec une tasse de café, parce que ça doit être dans un climat convivial, il doit y avoir de la confiance et il faut vraiment le temps de mesurer les réponses. Alors concrètement, il se présente en 5 livrets. Vous les avez là devant vous. Il y a d'abord les guides d'accompagnement à la démarche. Le guide, si je complète le document seul, vous vous êtes rendu compte qu'au niveau de la législation, il y avait quand même pas mal de spécificités. Donc, c'est ça qui est repris dans le guide pour les personnes qui le complètent seules. Au niveau des soignants, on s'est rendu compte que c'était aussi super important de travailler avec les soignants, de leur attirer leur attention sur cette écoute qui doit être vraiment à côté du patient. C'est très difficile d'avoir une écoute tout à fait neutre. C'est très difficile de faire taire son jugement ou de s'empêcher d'induire, ne fût-ce que parfois par le regard, par l'expression. Donc l'important, c'est vraiment d'accompagner la personne, d'être à côté d'elle, et c'est ce genre de choses qu'on aborde au niveau de la démarche d'accompagnement pour les soignants. Si on voit le carnet vert qui est conditions d'utilisation, là-dedans, on va uniquement trouver qu'est-ce que je veux partager dans mes déclarations de volonté. Si je suis en maison de repos, c'est important que les soignants sachent quels sont mes désirs s'il m'arrive un gros problème de santé, si je ne désire plus être hospitalisée. Donc, il y a des choses qui sont nécessaires que je partage pour qu'on suive mes déclarations de volonté. Mais par contre, je n'ai peut-être pas envie qu'on connaisse toute mon histoire de vie, qu'on connaisse les choses qui me sont précieuses et que j'ai juste envie de confier à un cercle restreint. Donc, conditions d'utilisation, c'est où est le PSPA,
à qui je l'ai confié, est-ce qu'il y a un mandataire, est-ce que mon médecin est informé, est-ce que la maison de repos en a une partie. Donc, c'est tous ces éléments. C'est là aussi qu'on va voir si je l'ai réévalué au fil de ma vie. Donc, conditions d'utilisation, c'est en fin de compte très technique, très pratique. Où sont les documents? À qui je les ai confiés? Qui est-ce qui peut les utiliser? Carnet de vie, c'est ce que je vous expliquais dans aller rechercher dans mon histoire de vie, qu'est-ce qui est important. Par exemple, me poser aussi la question de qu'est-ce que je cache derrière certains mots. On entend souvent les soignants dire mais cette personne a tout à fait eu un accompagnement dans la dignité, ou des enfants qui disent je veux que mon papa soit accompagné dans la dignité. Mais en fin de compte, si on s'interroge chacun, qu'est-ce que ça veut dire être accompagné dans la dignité? Qu'est-ce que ça veut dire dignité? Qu'est-ce que ça veut dire valeur? C'est des mots qui se colorent en fonction de notre histoire, en fonction de notre croyance. Et c'est vraiment important, si on désire vraiment être accompagné pas à pas dans un grand respect, de pouvoir partager tous ces mots qu'on met derrière dignité, dernière valeur. L'histoire du carnet de vie, c'est pour la fin de la vie par rapport au sens qu'on veut y mettre, mais ça permet aussi au niveau de perte cognitive, et malheureusement on se rend compte que maintenant il y a beaucoup de gens qui ont des pertes cognitives dans les situations de grand âge, mais ça va permettre, si on va feuilleter le carnet de vie, de peut-être savoir que Madame X, elle était une passionnée par les poules, parce qu'elle vendait des poules au marché et qu'elle a fait ça pendant 40 ans de sa vie, et qu'en fin de compte, si on lui reparle de ces poules, si on lui remontre des photos de ces poules, eh bien, ça va peut-être activer des repères. Et si elle ne reconnaît plus vraiment la porte de sa chambre avec sa photo de ce qu'elle aime maintenant physiquement, mais qu'à la place, on y met des images de poules, même peut-être que cette personne, elle va retrouver où se trouve sa chambre, et elle va peut-être retrouver des mots, des souvenirs qui vont venir donner du sens à sa fin de vie. Donc, carnet de vie, c'est à la fois pour m'aider à compléter mes déclarations anticipées, mais ça peut aussi donner des indications aux soignants qui vont m'accompagner à un moment de ma vie où je ne pourrai plus m'exprimer. En le complétant par test avec une infirmière, elle me disait « Bien Dominique, si tu devais à un moment m'accompagner, sache que c'est hyper important, si tu es mon mandataire, de dire que j'ai horreur de la télévision. » Ça fait tilt souvent quand j'en parle en formation, parce que c'est très régulier que pour bien faire, avec plein de bienveillance, on se dit ici, madame, elle n'a plus de visite depuis quelques jours, on est au mois de novembre, il fait sombre, on va quand même lui mettre la télévision. Eh bien, si on ne sait pas que cette personne, en fin de compte, peut-être que son mari lui a fait encaisser tous les matchs de foot pendant toute sa vie, elle n'a vraiment plus envie de télévision, eh bien, si on ne sait pas qu'elle serait beaucoup plus calme, si on met le lit vers la fenêtre, on ne va pas comprendre pourquoi elle est peut-être agressive ou très mal. Et donc, ça, c'est vraiment des choses, c'est un intérêt collatéral, un bénéfice collatéral du PSPA, c'est que le carnet de vie, il peut venir aussi donner du sens par rapport à la qualité des soins qu'on va pouvoir me donner si je ne sais plus m'exprimer. Alors, on en arrive au carnet sur les déclarations de volonté. Le carnet sur les déclarations de volonté anticipées, c'est là qu'on trouve vraiment ce qui tient au niveau du traitement. C'est qui est mon mandataire, avec la fiche légale à compléter, parce que c'est important pour la personne d'être confrontée au document légal, même si on peut le faire sur une feuille de papier, hein, mais voilà, il y a chaque fois les documents qui collent avec la loi. Ça a été vu par des juristes, ça a été travaillé à fond au niveau de la Fondation Roi-Baudouin. Donc, on va trouver qui est mon mandataire, qui est la personne de confiance, parce qu'en Belgique, la loi est un peu compliquée. On peut aussi prendre quelqu'un qui est personne de confiance, qui a à peu près les mêmes droits que le mandataire, à part que normalement, c'est le mandataire qui a le plus de pouvoir d'exiger qu'on suive mes déclarations de volonté, mais les deux, par exemple, peuvent porter plainte. La personne de confiance, normalement, sa spécificité, c'est juste de demander des informations, si je ne sais plus le faire moi-même, des informations sur mon dossier médical.
On va trouver dans les déclarations de volonté anticipées tous les aspects des traitements. Est-ce que je veux être hydraté? Est-ce que je veux être alimenté? Dans quelle situation? Est-ce que je veux recevoir des antidouleurs? C'est aussi là qu'on va voir est-ce que je désire encore des examens si ça n'apporte pas du confort en plus. Donc, c'est là aussi qu'on va approcher toutes les notions d'acharnement thérapeutique qui sont aussi différentes pour chacun. Donc, déclaration de volonté anticipée, c'est vraiment au niveau des traitements et en rapport avec la législation. Et dans la mesure du possible, c'est vraiment ça qui doit construire mon processus de soins jusqu'à la fin de ma vie. Des concepts à distinguer. On vient de parler de directives anticipées. Les directives anticipées, on se rend bien compte que réfléchir à mon histoire de vie, réfléchir à ce que je veux partager avec mes enfants, à ce qui est important pour moi, eh bien ça c'est vraiment quelque chose que je dois faire quand j'ai encore toute ma pleine conscience, quand je peux encore choisir en concertation avec ma famille, avec mes médecins. Donc c'est vraiment une expression écrite où je me projette à un moment où je ne pourrai plus le faire. Il ne faut pas confondre avec le projet thérapeutique. Le projet thérapeutique, il est à l'initiative de l'équipe médicale. C'est si je suis déjà dans une situation où on doit parler d'intensité de traitement. Le projet thérapeutique, c'est vraiment anticiper par rapport à l'évolution de la pathologie, qu'est-ce qui va arriver et qu'est-ce qu'on va faire. Et idéalement, le projet thérapeutique, il doit s'inspirer des directives anticipées parce que c'est à partir des directives anticipées que le médecin va pouvoir dire oui, dans cette situation-là, on fera juste une réanimation en chambre ou non, pour madame, ça avait vraiment du sens de se battre jusqu'au bout, on ira donc peut-être jusqu'aux soins intensifs. Donc, le projet thérapeutique, c'est l'action des médecins en collaboration avec la famille, avec l'équipe soignante, mais ça se repose sur les volontés du patient et on est bien dans une intensité de traitement. Enfin, il y a le protocole de détresse. Là, c'est vraiment quand on est dans une situation aiguë d'inconfort majeur et là, c'est vraiment pour savoir que si j'ai tel ou tel problème, il faudra telle ou telle action, tel ou tel traitement, prévoir ce traitement, que ce soit la nuit, que ce soit le week-end, que le médecin de garde sache que c'est telle chose qu'il faut faire, qu'il ne faut pas hospitaliser et que c'est tel traitement qu'il faut mettre en place. Donc, on est bien dans un processus évolutif où, au départ, c'est moi qui décide ce que je veux pour la fin de vie, pour mes traitements, et les médecins, quand je serai dans la situation, vont s'inspirer de ce que j'ai exprimé pour pouvoir construire mon projet thérapeutique, mon protocole de soins. Petit arrêt, parce que quand on parle projet thérapeutique, on s'arrête souvent uniquement au traitement. Alors, les traitements de confort par rapport à la douleur, par rapport à la respiration, savoir s'il faut un mandataire, mais on ne se pose pas souvent la question de se dire, mais puisque le soin palliatif, on est dans un soin de confort global, qu'est-ce qui est important pour la personne? Qu'est-ce qui est ressourçant pour la personne? Qu'est-ce qui est ressourçant en termes visuels? Vous vous souvenez l'histoire de mon arbre là devant la fenêtre? Qu'est-ce qui est important au niveau auditif? Qu'est-ce qui est important au niveau kinesthésique, olfactif ou gustatif? Un exemple très concret. Avec plein de bonne volonté, on me parle souvent de mallettes palliatives dans les maisons de repos ou de chariots palliatifs. Et puis, j'aime bien les titiller, dire, mais tiens, qu'est-ce qu'on y retrouve? Des huiles essentielles. Mais on a des CD avec de la musique classique. Et chaque fois, j'aime reposer la question, tiens, et cette personne-là à qui on met de la musique classique, c'était quoi la musique qu'elle préférait? C'est rare quand les soignants, ils se souviennent encore. Et peut-être que cette personne, c'était un terrible rocker qui n'en avait rien à faire de la musique classique et que ça aurait beaucoup plus de sens pour lui d'être accompagné avec un fond de musique rock qu'avec de la musique classique. Moi, personnellement, les huiles essentielles, ça ne m'inspire pas du tout. Je crois qu'il y a plein d'autres parfums qui m'intéresseraient. Donc, c'est vrai que le médecin, il va aller direct dans les traitements.
on est en soins palliatifs, donc on est bien dans une approche globale. Et l'approche globale, il faut qu'elle tienne compte de tous les sens. Et si la personne était une passionnée du whisky, peut-être qu'à un moment où elle est un peu plus éveillée, ça aura du sens que le pagavit habituel, il soit peut-être imbibé de whisky plutôt que du goût citronné. Donc, ce slide, c'est juste pour vous donner des idées, ouvrir ces pistes-là et vraiment se remettre dans la philosophie palliative où on est dans un accompagnement global et où il faut que le médical, le traitement, laisse vraiment place à cet accompagnement de confort dans une façon globale. Alors, eh ben oui, le PSPA, c'est une démarche de questionnement. Vous avez accès pendant cette journée au chat, donc ça nous intéresse de savoir, tiens, dans votre établissement, est-ce qu'il y a déjà une démarche de ce type? Et si oui, pour quel pourcentage de résidents? Est-ce qu'il existe des dispositifs, des projets thérapeutiques pour les résidents en situation palliative? Voilà, réfléchissez-y, peut-être réagissez, répondez, mais je pense que c'est intéressant par la suite de se poser, quand on sera un peu sorti de cette période de crise, de se dire, ah là maintenant qu'on a le temps d'y réfléchir, le temps d'anticiper, ben, qu'est-ce qu'on a mis en place dans la maison de repos pour préparer, si jamais la prochaine crise, mais surtout la prochaine situation individuelle où on sera confronté à un accompagnement palliatif. Merci déjà pour votre participation. Alors, dans cette situation de crise, on a été confronté à des défis multiples. Ce webinaire, je l'ai animé pendant l'été, quand on était sorti de la première vague, et où on pouvait regarder en arrière. Et là, maintenant, on est de nouveau dans une situation de crise. Et c'est vrai que ce qu'on disait déjà à ce moment-là, c'est qu'on vous avez été tellement confrontés à tellement de choses inconnues. Il y a eu tellement de manque de moyens, il y a eu tellement d'angoisse, il y a eu un tel sentiment d'abandon pour tout le monde, pour les soignants, pour les résidents, pour les familles. C'était tellement vite qu'on n'y avait pas pensé à l'avance, qu'on n'avait pas eu le temps de construire un cadre. Malheureusement, il y a eu beaucoup de situations où les médecins n'ont plus entrer dans les maisons de repos, où les équipes palliatives n'ont plus pu rentrer. Et même quand on a commencé à faire des déclarations anticipées, il y a eu des mesures qui ont été imposées par le triage. Et du coup, les familles, les résidents ont vraiment été en très grande difficulté. On a reçu pas mal de témoignages qui nous disaient avoir ressenti ça comme un véritable abandon, comme un mensonge par rapport à l'institution où vivaient les parents. On est encore actuellement, là, en décembre, en suivi de deuils qui ont été mal vécus pendant la première période. Alors, naturellement, cette crise, on retrouve notre petit bonhomme emblématique, là, notre soignant, sauveur, parfait, souriant, en pleine forme. C'était quand même pas simple. Et vous ne l'aviez pas, cette cape de Batman pour être des super-héros. Vous n'avez pas vraiment le choix. Super-héros, multibras, savoir tout faire. Je pense qu'on vous a vu dans toutes les situations, dans tous les types de travail, du torchon à la tablette, vous n'avez pas arrêté dans tous les sens. Et je retourne sur ce slide pour dire quand même qu'on a tous été terriblement impressionnés par tout ce que vous avez dû faire et que nous, on était un petit peu arrière là, dans les équipes palliatives et que vraiment, on vous doit un super coup de chapeau. On trouve tous que vous avez été fabuleux par rapport à tout ce que vous avez vu mettre en place. Et donc, notre petit bonhomme, il vous accompagne. Alors, ce qu'on a essayé de mettre en place pendant la première crise, c'est des mini PSPA, des mini directives anticipées, des raccourcis, on peut dire un peu de PSPA. Cécile Bolly aussi a aidé à faire des arbres décisionnels, à donner des outils pour aider les équipes
Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans les mini-directives anticipées? L'information sur le résident, une proposition d'aide pour la prise de décision, la liste des choix thérapeutiques qui étaient envisageables sur base des hypothèses d'une infection de Covid-19. Il y avait une page de signature, le résident, 2 témoins. On se rend bien compte maintenant que ça a été réfléchi tout au début de la crise, quand on n'était pas encore complètement submergé et que naturellement, quand vous avez été submergé par les cas, c'était tout à fait impossible de pouvoir envisager de faire de tels documents avec tous les patients, même si dans toutes les maisons de repos, il y a eu des essais. On a essayé de savoir, de contacter les familles pour essayer d'être le plus proche possible près des souhaits du patient. Petit exemple là de ces midi-directives, j'accepte d'être soigné au sein de la maison de repos, j'accepte d'être hospitalisé. On se rend tout de suite compte que quand il y a eu les directives de tri, quand on a dû faire des choix par rapport aux personnes qu'on hospitalisait ou par rapport aux personnes à qui on allait donner la possibilité d'avoir un respirateur ou pas, tout ce qui était l'individuel a un peu dû s'effacer par rapport à l'intérêt collectif. Donc, pratiquement sur le terrain, ça a été vraiment excessivement compliqué. Et ça a été d'autant plus compliqué qu'il y a eu à un moment des recommandations pour que les médecins généralistes ne rentrent plus en maison de repos. Et donc là, vous vous êtes vraiment retrouvés, vous soignants, à devoir prendre des décisions, à devoir appliquer des traitements. Et ça a peut-être été là plus compliqué d'être vraiment dans du confort palliatif, dans de l'accompagnement palliatif. Je le disais, on a eu un changement de paradigme. L'intérêt collectif a supplanté l'intérêt individuel. On s'est écarté de l'objectif du PSPA, qui était de replacer le patient au centre. On n'a plus vraiment pu encourager la réflexion du patient. On a oublié tout à fait le processus évolutif. On a été vers les familles, on a dû agir dans la précipitation, on a dû automatiser des procédures au risque de déshumaniser, sans que ce soit ni la volonté des soignants, ni la volonté des médecins, ni la volonté des hôpitaux, simplement parce qu'on était dans une situation de crise où il fallait privilégier l'intérêt collectif. Et dans cette situation, si pas de soins intensifs, normalement, quand on dit à quelqu'un qu'on respecte son souhait de ne pas être hospitalisé ou de ne plus faire d'examen ou de traitement thérapeutique, normalement, alors on arrive dans les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est des soins actifs complets donnés aux malades dont l'affection ne répond plus au traitement curatif. On est bien dans la situation où je ne peux pas être hospitalisé dans ma situation de Covid et où je dois rester dans la maison de repos. À ce moment-là, la lutte contre la douleur et les autres symptômes, ainsi que la prise en considération des problèmes psychologiques, sociaux et spirituels sont primordiaux. On était dans la définition des soins palliatifs de l'OMS en 1990 et on se rend bien compte, si on s'arrête à chaque mot, qu'on en a été bien loin pendant cette période de Covid. De nouveau, pour les familles, ça a été hyper dur cette période, où ils ne pouvaient pas entrer dans les maisons de repos, où ils savaient que leurs proches étaient dans une situation de fin de vie et où ils ne pouvaient pas accompagner leurs proches. Avec ce moment un peu sacré dans les familles, où on peut accompagner, où on peut être présent auprès de son proche quand il est dans cette fin de vie, dans ce passage vie-mort, dans aussi le respect, le fait de pouvoir dire au revoir encore. Donc, c'est tout des choses dans lesquelles on a été privé, on a été durement meurtri pendant cette période. Et s'il y avait une deuxième crise, ça c'est ce que je disais au mois d'août. Et bien maintenant, vous en étiez naturellement confrontés à cette deuxième crise. Et on se disait au mois d'août, est-ce que dans notre établissement, est-ce qu'il y a des dispositifs d'accompagnement de la fin de vie? Est-ce que maintenant, on a réfléchi à ça? Est-ce qu'il y a des dispositifs de mise en place de rituels? Qu'est-ce qu'on voulait dire par là au mois d'août? C'était se poser et de se dire, bon, on est de nouveau confronté à une situation d'épidémie. Qu'est-ce qui existe?
comment est-ce qu'on va accompagner les patients qu'on ne pourra pas hospitaliser et qu'on va devoir suivre en accompagnement palliatif dans la maison. Comment est-ce qu'on va gérer les décès, comment est-ce qu'on va l'annoncer, comment on va pouvoir marquer le coup dans la maison de repos. On s'est par exemple rendu compte que dans les maisons de repos, qu'il y avait des référents palliatifs. Vous avez tous quelqu'un qui est nommé référent palliatif, mais dans certaines maisons de repos, il y a plus de temps qui est donné au référent palliatif. Il est plus mis en évidence, il a des missions qui sont très claires et connues par tous, des missions de formation, des missions de construction de la philosophie palliative dans la maison de repos. Eh bien, dans ces maisons de repos où il y avait la présence du référent palliatif qui avait pu développer toute cette philosophie palliative, on s'est rendu compte qu'en général, les accompagnements ont été mieux vécus. Les contacts avec la famille ont pu se faire d'une façon peut-être plus fluide, plus sereine, parce qu'il y avait un contact, pas par une personne qui est à l'accueil, qui fait au maximum son possible, mais qui est aussi dépassée dans l'organisation, dans la situation. Le fait d'avoir quelqu'un qui a cette formation aussi palliative et cette capacité d'écoute, c'est vrai qu'il y a un temps de formation, qu'il y a un temps qu'il faut donner dans la maison de repos pour le référent palliatif, mais d'autre part, quel temps gagner si on a quelqu'un dans la maison de repos qui peut venir soutenir les autres soignants, et si on a quelqu'un dans la maison de repos qui peut privilégier la communication avec les familles. On se rend compte que c'est souvent parce que la communication est mal passée que les situations sont devenues conflictuelles. Donc, ce référent palliatif, c'est vraiment quelqu'un qui a un rôle clé à jouer. Et d'ailleurs, normalement, la journée de concertation périodique de cette année, elle devait tourner autour du référent palliatif, elle devait mettre en valeur ce rôle. On remettra ça l'année prochaine, naturellement. Piste de recommandation. Eh bien oui, je viens de le dire, valoriser le rôle du référent palliatif en reconnaissant ses missions et en conférant une organisation qui permette l'exercice de ces missions dans la résidence. Oui, j'aime bien le construire, un savoir-faire palliatif dans l'établissement. Anticiper pour les résidents et les familles des outils tels que le PSPA. Le PSPA, c'est l'outil qui est en rapport avec la législation, c'est l'outil qui a été construit avec la Fondation Roi-Baudouin. Maintenant, à chacun de se l'approprier et de le travailler pour qu'il adhère à la philosophie de la maison de repos. Ce qui est important, c'est que la maison de repos, on se souvient, elle ne peut pas modifier la loi, ni cacher une partie de la loi. Mais par contre, on peut travailler le document différemment. Anticiper pour les maisons de repos des procédures institutionnelles, comment prendre compte du souhait des résidents, à quel moment, quel rituel mettre en place, quel rituel mettre quand la personne est décédée, mais aussi quelles traces dans la maison de repos laissent les personnes qui sont décédées. Mais c'est pas possible, on va pas mettre des photos de toutes les personnes qui sont décédées. C'est des choses que j'ai entendues. Peut-être pas au milieu du salon, mais c'est peut-être important qu'à un certain endroit de la maison de repos, il y ait ces traces et que les vivants sachent que les personnes qui sont parties, elles laissent une trace dans la maison de repos. Enfin, et on insistait terriblement au mois d'août sur l'indispensable présence des médecins généralistes et aussi le fait de pouvoir continuer à laisser entrer des intervenants ressources extérieures tels que des psychologues, des plateformes. Pour la gestion de la crise, pour le soutien des soignants, c'est vraiment important de rester en contact avec l'extérieur en mettant toutes les mesures nécessaires de distanciation, de sécurité, mais rester en lien avec les soutiens extérieurs, c'est aussi ça fait partie aussi des pistes qui nous permettent de traverser le moins mal possible ces crises. Pour conclure, l'histoire de Pierre et Marie. Ça, c'est vraiment pour remettre le patient au centre. L'histoire de Pierre et Marie, c'est tout simplement un couple qui a décidé de venir en maison de repos parce que madame commençait à souffrir de la maladie d'Alzheimer. Et son mari, lui, était âgé, encore en forme, mais désirait ne pas quitter sa femme. Donc, ils ont choisi de venir dans une maison de repos
repos où ils pouvaient être accompagnés en couple. Et quand la période Covid est arrivée, ça faisait déjà quelques années qu'ils étaient dans la maison de repos. Marie continuait à avoir de plus en plus de pertes de mémoire et de plus en plus de troubles liés à sa maladie. Pierre, lui, ne se portait pas mal en fin de compte. Il continuait à aller à ses clubs à l'extérieur, à accompagner sa femme du mieux possible. Et puis, malheureusement, Pierre a attrapé le Covid. Et donc, il a été hospitalisé et on était en début de période. Et puis, il a été renvoyé dans la maison de repos parce que les symptômes n'étaient plus, ne nécessitaient plus une intervention hospitalière. Et donc, il a été renvoyé dans la maison de repos où là, il a été isolé. Isolé pour protéger Marie, isolé pour protéger son entourage, pour protéger les soignants. Et ça a été vraiment catastrophique parce que Marie, elle a perdu tous ses repères. Déjà qu'elle avait vu Pierre être embarqué par les ambulanciers un peu déguisés, là, et puis qu'elle n'a plus pu aller voir son mari au niveau de la clinique. Et Pierre s'est dégradé aussi. Il a supplié, il a demandé de pouvoir aller rejoindre sa femme, mais non, ce n'était pas possible. Et donc, l'histoire, c'est que Pierre, une nuit, il est sorti de sa chambre. Il a dit, puisque on ne veut pas me laisser sortir, moi je vais rejoindre Marie. Et le lendemain matin, les soignants ont retrouvé Pierre avec Marie dans ses bras dans leur chambre. Et puis Pierre a dit, voilà, maintenant Marie, sans doute qu'elle va attraper le Covid, mais maintenant on est deux. Et c'est ça qui est important. Voilà, c'était juste pour remettre le patient au centre jusqu'au bout. La journée se poursuit avec une présentation du CLPS. Nous avons tous retenu que c'est le Centre local de promotion de la santé. Eh bien, bonjour. Je me présente, Marie-Line Nicolet, et je travaille au Centre local de promotion de la santé du Brabant Wallon. Alors, vous êtes probablement nombreux à ne pas connaître le CLPS du Brabant Wallon. En quelques mots, l'ASBL existe depuis plus de 20 ans et nous accompagnons des professionnels de divers secteurs d'activité dans le développement de projets de promotion de la santé sur tout le territoire du Brabant Wallon. Alors, ça veut dire que lorsqu'un professionnel ou un groupe de professionnels souhaite développer un projet, par exemple, en faveur de la qualité de vie des gens, peut être soutenu par notre équipe en matière d'aide méthodologique et documentaire. Alors effectivement, on possède un centre de documentation qui se trouve à Wavre et qui permet de trouver de nombreuses ressources, qu'elles soient ludiques, pédagogiques ou réflexives. Alors, notre équipe, elle va vous permettre de développer des projets, que ce soit un état des lieux que vous avez envie de faire, une animation, une évaluation d'une action que vous auriez entreprise. Alors, on accompagne aussi des équipes ou plusieurs institutions en organisant notamment des concertations. À titre d'exemple, on offre une aide méthodologique à des communes qui se sont inscrites dans un dispositif qui s'appelle Wallonie Amis des aînés et qui vise plus de la participation des aînés dans les politiques communales. On accompagne aussi un groupe dans l'est du Brabant Wallon, un groupe de professionnels qui vise à collecter l'ensemble des ressources qui existent pour briser l'isolement des personnes âgées à leur domicile. Alors concrètement, aujourd'hui, dans le cadre des interventions en maison de repos, on s'est rendu compte pendant la période Covid qu'il y avait pas mal de nouveaux services qui intervenaient en maison de repos et que ces derniers souvent se connaissaient mal les services qui préexistaient déjà avant cette crise Covid. Et il nous a semblé donc opportun de recenser à la fois les outils, mais aussi les ressources et les intervenants via une plateforme sur notre site internet. Et c'est ce que je me propose de vous présenter aujourd'hui. La plateforme qu'on a appelée la plateforme Aînés est toujours en construction. Elle n'est vraiment qu'à ses débuts. De manière plus globale et en dehors de la crise Covid, on va trouver sur cette plateforme des outils et des ressources autour notamment de la question de la participation des aînés, autour de l'échange, autour des représentations ou des émotions que peut avoir tant le personnel que les aînés. Ou alors, on pourrait trouver aussi des outils relatifs à la mémoire ou des activités relatives à l'hygiène, par exemple. Mais pour l'instant, on s'est vraiment
concentrée sur le développement d'outils, de ressources, d'intervenants dans le cadre de la crise Covid, puisque ça nous semblait essentiel de pouvoir vous communiquer ces éléments-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et on va directement aller sur le site du CLPS. Alors, quand je suis sur le site du CLPS, donc c'est clps-bw.be, il y a effectivement déjà pas mal d'éléments. On voit qu'il y a une plateforme qui existe en matière de ressources Corona et qui concerne l'ensemble des publics. Mais là, je vais vous parler davantage d'une plateforme dédiée à la santé des aînés que nous avons créée. Donc, en cliquant ici, nous avons effectivement arrivé sur cette plateforme. Elle est composée, vous voyez, de différents boutons. Wallonie Amis des aînés, le projet dont je vous parlais au niveau communal, les initiatives et projets qui existent en Brabant wallon et ailleurs. Nous aurons là aussi les éléments de temps de rencontre, de concertation locale que nous organisons, les différents intervenants en dehors de la crise et les outils qui seront disponibles. Pour l'instant, dans cette plateforme, ce qu'on a voulu vraiment mettre en avant, ce sont Covid et santé des aînés, donc un bouton spécifique. Lorsque je clique sur ce bouton, j'arrive sur un écran qui me permet de voir les différents éléments qu'il constitue. Il y a notamment intervenants, concertation locale et temps de rencontre, initiatives et projets et outils. Alors, je vais parler tout d'abord des initiatives et des projets. Je vais sur ce bouton et on va trouver sur ces éléments-là des projets santé en faveur des aînés qui se sont déroulés en Brabant wallon ou en dehors du Brabant wallon, mais qui sont spécifiques à la crise Covid. Et donc, par exemple, on va retrouver là le guide des ressources pour seniors qui est développé par le CPS de Braine-l'Alleud. On va trouver aussi, en dehors du Brabant wallon, un partage de bonnes pratiques qui a été développé par la PAX et on trouve des projets très concrets, des petites fiches où on voit notamment le lien qui a été gardé entre les résidents et l'extérieur via une radio qu'ils ont appelée Saint-Joseph. Donc, toute une série d'initiatives qui existent et qui vont progressivement se compléter au fil du temps. Je sors de cette plateforme et je vois qu'il y a aussi concertation locale et temps de rencontre. Je clique dessus et là, comme je vous le disais, le Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon organise aussi des concertations. Et dans le cadre de la crise Covid, nous avons organisé une première concertation avec les intervenants en maison de repos. Il y avait aussi 2 maisons de repos qui étaient représentées en septembre 2020. Alors, cette concertation a permis de mieux échanger sur l'offre de services de chacun des intervenants, de mieux les connaître et de aussi identifier les besoins à la fois des résidents en maison de repos, mais aussi des personnes qui travaillent. Ça a donné lieu à un schéma que vous voyez ici, qui va reprendre effectivement les besoins des résidents, des équipes, mais aussi les services, et ce n'est pas exhaustif ici, mais qui gravitent autour des maisons de repos et qui proposent des services spécifiques. Si je vais dans le bouton justement intervenant, je vais voir qu'il y a des intervenants qui ont adapté leurs services en fonction de la crise et qui étaient déjà bien présents sur le territoire du Brabant wallon avec une offre de services et qui là, dans le cadre de la crise, se sont adaptés, proposent de temps en temps des formations, du suivi psychologique, que ce soit pour les personnes âgées, que ce soit pour le personnel soignant. Et lorsque vous cliquez sur l'identifiant de ce service, vous pouvez directement aller, par exemple, sur son site internet. Je prends ici, par exemple, Pallium. Et puis, vous allez avoir toute une série de services qui, eux, ont été spécifiquement subventionnés maintenant pour intervenir en maison de repos, spécifiquement à cause plutôt de la crise. Et donc, on va retrouver ces services et leurs descriptifs sur notre plateforme. Alors, cette liste, je le rappelle, n'est pas exhaustive. Elle est en train de se compléter. Donc, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cet onglet « Intervenants ». Vous y verrez que les informations vont se compléter progressivement. Ma dernière rubrique, c'est celle « Outils ». Je clique dessus. 2 aspects, les outils pour les personnes âgées, les outils pour les professionnels. Si je regarde pour les personnes âgées d'abord, on va trouver la même structure d'ailleurs, des outils pour s'informer, des outils pour parler, échanger autour de la crise, et des outils pour être soutenus. En matière d'information, on va retrouver les sites généraux qui sont avec des informations officielles, tant au niveau du service public fédéral qu'au niveau de l'AVIC, puisque l'AVIC a dédié tout un site spécifique pour les particuliers sur le testing, le tracing. On va trouver aussi notamment une boîte à outils, mais c'est aussi toute l'actualité qui est présente sur ce site.
On va trouver aussi des informations autour de parler et échanger autour de la crise. On sait combien ces éléments sont importants. Alors, je vous donne par exemple, à titre d'exemple, la vie rêvée du pangolin. C'est un imagier qui a été créé justement par nous sur base de production d'un projet artistique participatif pour échanger autour de la période du coronavirus. D'autres éléments existent, des jeux de plateau. Certains éléments de ces ressources sont disponibles sur notre site internet ou directement via notre centre de documentation. Dans la rubrique « Être soutenu », on va trouver toute une série de sites et de répertoires qui permettent d'identifier les organismes qui peuvent aider les personnes âgées pendant la crise. La VIC notamment a proposé aussi tout un site qui s'appelle « Trouver du soutien pour les particuliers » où on va trouver les lignes d'écoute téléphoniques, mais aussi les adresses des services de santé mentale ou des outils spécifiques. D'autres éléments, vivre son deuil, des services et des outils aussi pour accompagner cette période difficile avec les plateformes de soins palliatifs notamment, mais d'autres services et ressources qui existent. Et sur notre site, on vous propose aussi des petits outils pour parler autour des soins palliatifs. Si je retourne dans la rubrique outils, on va s'intéresser davantage aux outils pour les professionnels. On retrouve donc la même structure, s'informer, trouver du soutien ou échanger entre collègues, s'informer sur le coronavirus. Vous y trouverez les informations officielles via le site de la VIC, mais aussi des numéros spéciaux qui ont été développés sur le corona ou sur les questions de suivi de contact. Et la VIC a développé aussi une boîte à outils avec des affiches, des informations relatives aux gestes protecteurs, à l'hygiène, aux cohortes et l'isolement, que vous pouvez trouver aussi. Ou alors un guide spécial sur le visuel de protection, par exemple, pour les soignants. Alors, sur les mesures d'hygiène, sur les cohortes et isolement, la VIC a développé un webinaire qui date du 21 octobre, qui présente vraiment les dernières mesures à prendre en matière d'hygiène au sein des maisons de repos et soins. Et donc, on va trouver aussi des affiches, notamment, qui ont été développées, ou la Croix-Rouge et Médecins sans frontières qui ont développé toute une série d'outils pour faire face au Covid en maison de repos. Et donc, vous allez voir notamment des précautions générales pour le personnel, pour les établissements, et donc notamment sur la gestion du linge, sur la distribution des repas, etc. Donc, c'est une ressource effectivement intéressante à aller voir, tout comme celle de la PAX, qui présente aussi toutes les mesures relatives à l'hygiène. Ici, on vous a mis les éléments relatifs aux gestes protecteurs, des vidéos, des affiches qui peuvent être intéressantes. Deuxième rubrique, trouver du soutien. On a fait un lien vers les intervenants en Brabant wallon qui peuvent soutenir les professionnels et le personnel soignant, mais on a aussi la liste des numéros des lignes d'écoute. La VIC a développé aussi un site internet spécifique pour le personnel soignant qu'on peut trouver le lien sur notre site aussi. Et là, vous aurez des éléments de nouveau relatifs notamment à la prévention de travail aussi, ou des outils spécifiques pour le personnel. Alors, on va trouver aussi des outils pour prendre soin de soi. C'est important pendant ces périodes particulièrement difficiles. Nous allons voir toute une série de services, de lignes d'écoute qui sont à disposition aussi des professionnels, directeurs personnels soignants de vos équipes auxquels vous pouvez faire appel. Alors enfin, dernier élément, comment échanger entre collègues. On sait combien cette période amène des éléments difficiles à vivre et que ces vécus de la période de pandémie sont particulièrement difficiles. Alors certes, ce n'est peut-être pas encore le bon moment pour prendre ce temps entre collègues, mais sachez qu'il existe des outils, et notamment, j'ai envie de faire le zoom sur celui du CLPS, qui est « Et si on en parlait d'abord ?» un outil qui est mis à votre disposition et qui peut être animé par nos équipes pour questionner la question des relations, des rythmes de vie, la manière dont se passe le travail, mais surtout une occasion aussi pour dégager des opportunités, pour évoluer, pour que cette crise ne soit pas qu'une crise à un moment donné, mais qu'on puisse s'en saisir pour éventuellement voir quels sont les changements à apporter. Alors, donc voilà, il existe dans cet outil différentes petites cartes qui vous permettent de réfléchir en équipe aux éléments à mettre en évidence et aux éléments d'opportunité pour éventuellement
envisager des changements. Voilà, vous avez aussi des photolangages. Donc, des photolangages, ce sont des images autour de la crise Covid, l'un d'eux qui a été développé par le centre local de Charleroi et qui propose voilà, de pouvoir discuter, parler autour de cette crise, d'échanger. Culture et Santé, qui est le dernier outil qui est là, vous propose aussi ces éléments d'échange. Voilà en tout cas les éléments qu'on a envie de vous partager aujourd'hui, qui vous présentent cette plateforme Santé des aînés. J'arrête du coup le partage d'écran pour vous dire en tout cas que ce site, je vous invite vraiment à le consulter de manière régulière. Il va encore évoluer. Et donc, c'est une occasion pour vous d'alimenter, de voir les dernières actualités qui existent pour vous et les intervenants qui sont disponibles pour vous aider. Voilà, je vous remercie en tout cas et à très bientôt. Et nous terminerons comme nous avons commencé, avec une balade au son de la harpe.
enfin à la fin de la construction de cette concertation en mode virtuel. D'abord, je voudrais vous présenter mes excuses en vous expliquant un peu nos difficultés au niveau de l'organisation. Nous avions prévu que chaque membre de la plateforme anime un sujet. Tout était bien préparé, mais c'était sans tenir compte que les demandes de soutien allaient devenir très très importantes pendant cette période et elles ont nécessité l'intervention des 3 psychologues sur le terrain. C'est pour nous notre mission primordiale. Donc voilà, au bureau, en conséquence, il reste Anne-Marie, plongée dans les nouveaux contrats des personnes que nous devons engager. Il restait Géraldine et moi. Et comme ceux qui me connaissent savent que je suis complètement nulle en informatique, eh bien, il restait pour moi juste le poste de présentatrice, d'où vous avez été confrontés très souvent à mon image, et j'aurais aimé être moins à l'écran, mais voilà, l'objectif c'était d'arriver à faire cette journée de concertation. Alors la première personne qui doit être remerciée, parce qu'elle a fait un boulot extraordinaire, d'abord c'est Géraldine, parce qu'elle a consacré tout son temps, toute son énergie, toutes ses ressources pour la mise en boîte. Et puis, merci aussi à toute l'équipe, parce que ils ne sont pas là, ils ne sont pas derrière les paravents. Vous n'imaginez pas d'ailleurs la construction ici pour arriver à filmer. Mais merci à toute l'équipe, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu offrir tous ces contenus. Et puis moi, après 7 ans de travail à la plateforme, je suis toujours autant en admiration par rapport au travail qu'elles font au quotidien. Et c'est vraiment des filles fabuleuses. Alors, toujours dans la suite des merci aux personnes qui sont intervenues pour cette concertation. Michel Dupuis, qui est toujours aussi extraordinaire, toujours gratuitement au profit des soins palliatifs, et c'est vraiment super de pouvoir compter sur lui. Merci à Arnaud qui nous soutient, à notre président, à Marilyn au niveau du CLPS, et puis certainement à Geneviève qui, avec sa harpe, nous a amenés en balade. Alors, vous le savez, si vous avez des questions, s'il y a des demandes, s'il y a des réactions, vous connaissez notre adresse, vous connaissez notre numéro de téléphone, donc vous n'hésitez pas à nous recontacter. Très bonne fin de journée à tous et déjà des fêtes de fin d'année sereines, en tout cas paisibles, en tout cas c'est ce que nous vous souhaitons avec l'équipe.